Ladies and gentlemen, good evening. It is 8 p.m. in Baturi in the east region of Cameroon, same time here in Akwa Douala at this news hour on Spectrum Television. Making news tonight, November 25, 2024. The Minister of Social Affairs has recently undertaken a tour of several public institutions to assess the measures implemented to ensure the mobility of persons with disabilities. This initiative aims to guarantee that every individual, regardless of their circumstances, has access to the necessary services and infrastructure. Highlights and significance of this effort in this news edition. Also in this news, a remarkable free treatment campaign has been launched today at the military hospital in Douala, aimed at providing essential medical care to patients who cannot afford treatment. This initiative reflects a profound commitment to health care equity, ensuring that no one is left behind due to financial constraints. By offering vital services at no cost, this campaign not only addresses immediate health needs but also fosters hope and dignity to those in need. This story is in full and more will be brought to you in a moment. Welcome once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. bilingual primetime newscast on Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Makeda Lydie Newton. Bonsoir. Bonsoir Christelle Asexuelle, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Activité parlementaire, 4 membres du gouvernement étaient à l'Assemblée nationale hier pour défendre les différents projets de loi déposés il y a peu et ces textes ont suscité quelques préoccupations. Le compte rendu d'Olivier Bouzique. Premier projet de loi examiné en séance plénière est le projet de loi numéro 2066 autorisant le président de la République à ratifier le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles. Ce traité a été adopté à Beijing, en Chine, le 24 juin 2012. La loi a été défendue par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidungpat. Le deuxième projet de loi examiné est celui autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Organisation de la coopération islamique pour lutter contre le terrorisme international. Cette convention a été signée le 1er juillet 1999 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le projet de loi a été défendu par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, qui a apporté des réponses aux préoccupations des députés. Le troisième texte discuté est celui autorisant le président de la République à ratifier la convention portant création de l'Organisation internationale des aides à la navigation maritime. Cette convention a été adoptée à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 28 février 2020. Le projet de loi a été défendu par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale-Bibé. Le quatrième et dernier projet de loi examiné est la loi qui autorise le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques. Cette loi a été adoptée le 20 mai 2015. Le texte a été défendu en plénière par le ministre par intérim des Mines et du Développement technologique, le professeur Focalistus Gentry. Les 4 textes ont été adoptés, article par article, au terme de la plénière, présidée par l'honorable Kombo Mberi, vice-président de l'Assemblée nationale. Prise en charge des personnes handicapées, le ministre des Affaires sociales vient d'effectuer une tournée dans les établissements publics. Objectif, inspecter les dispositions prises par les administrations pour garantir la mobilité des personnes handicapées. Reportage. Presque achevé, l'impressionnant immeuble siège de l'Assemblée nationale a captivé l'attention du ministre des Affaires sociales et la brochette de membres du gouvernement qui l'accompagnent par la qualité de l'architecture. À l'extérieur comme à l'intérieur, l'édifice offert par la République populaire de Chine a convaincu ses visiteurs. Seulement, ce tour du propriétaire n'est que l'occasion qui fait le larron. Voici la véritable raison qui motive la présence matinale de cette forte délégation d'autorité. Cette allée qui conduit directement à l'intérieur du
bâtiment est réservé aux personnes à mobilité réduite. Comme elle, il y en a une dizaine aménagées de part et d'autre, suivant le plan de la structure. Pauline Irène a tenu à se rassurer que les couches démunies n'ont pas été oubliées par les architectes, mais surtout que le passage est bel et bien praticable pour les destinataires. Pour la même raison, le ministre des Affaires sociales et ses hôtes se sont déportés d'abord au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Cardinal Paul-Émile Léger à Etouguébé dans le 6e arrondissement. Même motif, même constat, les personnes handicapées peuvent se mouvoir sans grande difficulté et se rendre à leurs ateliers de rééducation. La délégation quitte les lieux rassurée après quelques recommandations formulées à la direction pour mettre le cap sur le bâtiment abritant les services de l'Agence de régulation des télécommunications au lieu dit rond-point Hilton. Des dispositions ont été prises pour faciliter la mobilité aux quelques personnels handicapés et aux usagers de l'agence. Pour Pauline Irène, la préservation et l'entretien de ces édifices sont indispensables. C'est dans le cadre du lancement de la Journée internationale des personnes handicapées, c'est la 33e édition, pour célébrer cette journée. Évidemment, nous lançons des activités bien avant. Et nous avons pensé, dans le cadre des activités qui vont marquer cette célébration, de faire un tour dans certaines structures publiques pour s'assurer que l'accessibilité des personnes handicapées dans ces structures est effective. Cette démarche s'inscrit dans le suivi de l'arsenal juridique existant en la matière, notamment l'article 33 de la loi du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées et la circulaire du 18 avril 2008 du Premier ministre sur le même sujet. En santé à présent, tout d'abord de cette information avec le décret signé ce jour par le chef de l'État qui nomme de nouveaux responsables à la tête de certains hôpitaux. Vincent de Paul Dienthieu est nommé directeur général du centre hospitalier universitaire de Yaoundé en remplacement de Félicien Tonnet. Chez Kinsley So prend la direction générale de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé et précédemment directeur à l'hôpital à Quintini de Douala. Le professeur Noël Emmanuel Essomba est nommé directeur général de l'hôpital général de Yaoundé. Activité civilo-militaire à présent, la 4e édition des campagnes gratuites des soins a démarré ce jour à l'hôpital militaire des régions numéro 2, ici même dans la ville de Douala. Toutes les spécialités présentes dans cette formation hospitalière sont concernées par cette campagne. Et vous nous dites justement, Oyandonke et Jules Lépo, que cette campagne vise à apporter des soins de santé aux populations nécessiteuses de Douala et des environs. Autant dans les Saintes Écritures, le Seigneur dit être venu pour les pécheurs, autant l'hôpital militaire de région numéro 2 dit être ouvert cette semaine pour les populations de Douala et environ qui ne sont pas capables de se soigner faute de moyens. Une campagne gratuite de soins y a cours. Il n'y a aucun arrêt en termes de spécialité. Tous les médecins spécialistes de l'hôpital militaire sont concernés par cette campagne. Que ce soit le cardiologue, le rhumatologue, la gynécologue, le traumatologue, le dermatologue, le rhumatologue, l'endocrinologue, tout le monde est concerné par cette campagne. Tous les spécialistes qui travaillent à l'hôpital militaire sont concernés par cette campagne. Et j'ajouterai quelque chose en disant que pour ceux qui ont des problèmes chirurgicaux, surtout en ophtalmologie, ils pourront bénéficier gracieusement d'un type de chirurgie. Nous distribuons les déparasitants. Ce qu'on ne faisait pas dans les précédentes éditions. Vous comprenez qu'on grandit petitement, mais on grandit quand même. Et nous avons plus de tests pour les hépatites virales B qui nous ont été remis par le ministère de la Santé publique. Donc, ce sont les deux grandes innovations. Donc, si dans les précédentes campagnes, on faisait que 500 personnes, maintenant on va être capable de faire 1000 voire 1500 personnes en termes de dépistage d'hépatite virale B.
Dans un circuit malade bien défini, l'hôpital, qui a accueilli environ 2000 personnes lors de la précédente campagne, espère faire mieux. 3000 patients si c'est possible. Maintenant, nous espérons que nous y arriverons. Il faudrait simplement que les populations veuillent se déplacer. Il faut bien le dire. Nous sommes en fin d'année. Et la fin d'année, si ça pourrait être pour ces populations un cadeau qu'on leur apporte d'avoir de la santé pour accepter de passer des fêtes dans des bien meilleures conditions de santé. Les consultations sont entièrement gratuites. Maintenant, nous avons du début du mois de décembre jusqu'à la fin du mois de décembre tous les examens complémentaires qui seront demandés par les médecins généralistes ou spécialistes pendant cette semaine de campagne seront 50% donnés. Voilà. Donc voilà ce qui est gratuit et voilà ce qui est réduit. Malades ou simplement pour un check-up, ce sont des populations satisfaites qui sortent des cabinets de soins. Non, moi je suis d'abord très contente pour la mise en place parce que franchement, pour le nombre de personnes qu'il y avait ce matin et que je sois déjà à 7 heures dans un cabinet, pour moi c'est vraiment super parce qu'ils sont très bien organisés déjà dès l'accueil. Ils sont très bien organisés. Il y a même un colonel qui a grondé pour que les gens ne traînent pas beaucoup étant malades. Donc c'est gratuit, on prend bien soin. Et le médecin prend le soin de poser des questions qu'il faut. Il ne veut pas se débarrasser des patients parce que c'est gratuit. Donc vraiment, je suis agréablement surprise. C'est ma première fois, je suis vraiment agréablement surprise. Je voudrais rencontrer le diabétologue. Le diabéto n'est pas là, qu'il faut plutôt repasser le lendemain. Vous avez choisi aujourd'hui? Bon, puisque c'était une campagne. Moi, je suis mon traitement normalement, mais en campagne, il fallait que je vienne aussi m'exprimer, qu'on puisse revoir. Cette campagne de santé à l'hôpital militaire de région numéro 2 commence à rentrer dans les habitudes des populations. Les statistiques des différentes éditions le prouvent. Activité civilo-militaire, loin des soins de santé, elle vise à renforcer le lien armée-nation. And still in line with this free healthcare treatment ongoing at the military hospital here in Douala, I now invite you to listen to Dr. Colonel Koki, who gives us more light and insight on this initiative. Let's take a listen. For the question, it is easier to understand. We are at the end of the year, and I think the best capital of each of us is our health. Since we cannot have money every way, every day, every time, the health is important for us to have all those. So we think that with the fact that our chief staff, our hierarchy have given us the possibility to treat the population of Douala City and his environment, I think it is better for us to bring or to go near those populations to try to give them the health at this end of the year. And since we open it this morning, I think that it is important for us to say that we want to reach 3,000 people at the end of this campaign. And all the specialties are concerned. All the specialties are concerned for this campaign. We have to give to them the comfort that they need for the feast of the end of the year. The objective is natural and it is easier to understand because we are in insecure zone, which is the second region military zone. We think that it is important for us to bring the health to those populations who are suffering for this insecurity, particularly those coming from the southwest. That's why we thought that it is important for them to gain even one thing. If even they cannot gain money, let them gain their health. I think it is important for them, and it is
a good... initiative. Yes, I think that. Thank you. So how free is it? It is totally free for the consultation, and it is 50% free for all exams that they can receive in this period. Mais cette page santé, intéressons-nous à la prise en charge des enfants prématurés. Les pouvoirs publics veulent intensifier la sensibilisation des femmes enceintes. Les statistiques nationales font état d'au moins un enfant prématuré sur 10 qui décède, faute d'une connaissance appropriée sur la question. Les hommes et femmes des médias ont justement été briefés récemment à Yaoundé, et parmi les journalistes, notre reporter Olivier Bouzik. Environ un bébé sur 10 est prématuré selon des données statistiques récentes officielles. 91% des bébés prématurés nés dans les pays à faible revenu meurent dans les premiers jours de vie contre 10% dans les pays à revenus élevés. D'où le problème de suivi non seulement du bébé, mais en amont de la femme enceinte qui se pose avec acuité. La mortalité néonatale contribue pour près de 40 à 50% de la mortalité chez l'enfant âgé de moins de 5 ans en général. Et sa petitesse ne veut pas dire qu'on doit le négliger. Pourtant, sur le plan médical, la science a prévu une pléthore de méthodes pour protéger le bébé prématuré. Un enfant né prématuré doit être adressé à un spécialiste qui devrait rechercher déjà la cause de cette prématurité et savoir quels soins appropriés à cet enfant pour qu'on lui garantisse la suivi. Et donc, il faut renforcer la sensibilisation des femmes sur le sujet, ce qui justifie ce briefing des médias afin de toucher le maximum de communautés. Nous voulons dire à la population générale qu'il faut éviter que la prématurité ne survienne. Et pour cela, il va falloir que lorsqu'on a planifié la grossesse, qu'on aille déjà vers les spécialistes, les sages-femmes, les maïticiens, les gynécologues obstétriciens, pour obtenir déjà les conseils avant la conception. Et une fois enceinte, les services sont organisés depuis les centres de santé jusqu'aux hôpitaux de référence pour offrir les soins appropriés à l'état de santé des mamans, des femmes enceintes. Cet échange, organisé par la direction de la santé familiale, se tient dans le cadre du mois de la prématurité, commémoré du 1er au 30 novembre. Éducation, le 4e salon africain de l'éducation valorise la place de la religion dans le développement socio-économique de la nation. Une prière a justement été organisée le week-end dernier à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé pour les autorités démunies et malades. Inès Pongan et Thierry Hon pour les détails. La religion occupe une place de choix dans la 4e édition du salon africain de l'éducation. Les raisons avancées pour justifier cette option, d'une part, les leaders religieux représentant différentes chapelles sont écoutés de plusieurs et sont des guides et des autorités. Nous parlons aux gens et les gens nous écoutent. Ça veut dire que la parole qui sort de notre bouche a une grande autorité au milieu de nos oreilles. Alors ça fait que c'est une plateforme que nous utilisons à bon escient pour rappeler que le Cameroun est indivisible. Elle s'implique également d'autre part dans la formation de l'homme intégral de divers milieux socio-économiques. Que sur le plan éducatif, nous employons près de 2000 personnes. Nous encadrons près de 40 000 élèves et étudiants. Et sur le plan de la santé, l'Église évangélique dispose aujourd'hui plus d'une dizaine des hôpitaux qui accompagnent nos populations. Autre innovation de ce salon, la part faite à la santé, ce sera via des consultations gratuites. C'est la mobilisation des acteurs du domaine de la santé afin d'offrir aux populations des consultations gratuites, la possibilité de rencontrer divers spécialistes dès demain jusqu'au 1er décembre. Entre autres, diverses articulations meubleront cet événement, notamment des ateliers de formation, des conférences, des séminaires, dans le but de capaciter les jeunes. Ça, c'est à côté de la grande exposition qui se fera, où l'ensemble des parties prenantes sensibiliseront les populations sur les opportunités qu'offre un vie. Impact de la religion dans le développement socio-économique de la nation, thème du Salon de l'éducation de cette année, qui fait une halte ce 23 novembre 2024 par une prière pour la nation à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé.
Le but de ce salon est la facilitation de l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes. Evelyn Menge Akong continues to lead the Cameroonian section of the Union of Francophone Press, having been re-elected during the effective General Assembly in Yaoundé. Her unwavering commitment to promoting and fostering collaboration within the media landscape is truly inspiring. I now invite you to listen to Evelyn as she shares her vision and her promise in the following excerpt. I'm a very happy president-elect. I'm very happy because the members of the Francophone Press Union have decided to renew their confidence in me, in my team, and I'm very grateful for that confidence. So I will try to deserve it. I will try to continue working to build a credible press for everybody. One of our main goals is to make this dream that we have, to have here where we are now, a press club for all the journalists. That will be the house of all the journalists in Cameroon. We'll be working and calling for support from everywhere so that this dream can come through. And then we'll continue also to advocate for journalists for better conditions of working, for better salaries, for better access to information and better confraternity within the members of this corporation, because we are all working for the same goal and we have a very important, very critical role, social role to play, especially in our country nowadays. Et ce 25 novembre, le monde marque un arrêt pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Un constat effrayant se dégage. Une femme est tuée chaque 10 minutes à travers le monde. En 2023, plus de 51 000 femmes ont subi une violence de genre ayant entraîné leur assassinat par leur partenaire ou membres de leur famille. Cette année, cette journée internationale est marquée par le lancement de la campagne baptisée « Toutes les 10 minutes, une femme est tuée » et tous unis pour mettre fin à la violence contre les femmes. Une initiative de l'ONU, évidemment des 16 jours d'activisme, lancée également ce matin à Yaoundé au Cameroun par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Inès Chaudemont-Pango. Un geste ou une parole qui agresse une femme ou une fille peut être le début d'un cycle sans fin dans une société. Parce que quand un enfant vit dans un environnement violenté, cet enfant devient aussi violent. Et il est toujours triste. Il copie cette habitude et lui aussi, à la longue, il va violenter son épouse. Dans le monde, tous les 10 minutes, une femme est tuée par son compagnon ou par un membre de sa famille. Les chiffres communiqués au Cameroun par des sources associatives et institutionnelles montrent une montée constante des féminicides, largement relayée dans les réseaux sociaux. Une hausse qui pourrait se justifier par une mollesse dans l'acte. L'insuffisante mise en œuvre des mesures et les normes socio-culturelles discriminatoires sont entre autres souvent décriées comme étant des principaux défis à atteindre cet objectif. Et cela, in fine, a pour conséquence d'entraver la réalisation du développement durable, car c'est au moins de la moitié de la population qu'il s'agit. Le changement passe alors par la mise en œuvre d'actions fortes, par une protection plus efficace des victimes et par l'investissement dans la prévention. C'est de mettre un terme à ces violences et de venir en aide aux victimes, aux survivantes, pour se refaire une vie normale, que chacun de nous sache qu'il est concerné pour que ces violences s'arrêtent. Il n'est pas acceptable en 2024 qu'il y ait encore des personnes, et en particulier des hommes ou des garçons, qui se réfugient dans la violence dans leur rapport avec les femmes ou avec les filles. Nous devons, avec la dernière énergie, condamner de pareilles attitudes
sans équivoque. La campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, officiellement lancée ce 25 novembre 2024 à Yaoundé, est l'occasion de relancer les engagements et de demander aux décideurs de rendre des comptes et d'agir. Et des décès qui surviennent très souvent à la suite de ces violences, ce qui fait croître chaque année le nombre de décès des femmes. Que pensent justement les femmes de cette situation? Élément de réponse avec vous, Oyandonken et Nono Fetué. C'est une mort de trop. Elles sont unanimes. La violence sur les femmes est à condamner. Et puis aussi, je condamne aussi les hommes qui le font. On peut corriger la femme, mais on ne peut pas battre sur la femme à mort comme si elle était quand même un serpent. Donc avec ça, vraiment, je condamne fermement ça. Moi, je pense que c'est un cas très grave. Parce que la violence faite sur les femmes ne doit plus être tolérée. Elle ne doit plus continuer. Parce que l'homme qui se met à battre sur la femme et puis elle décède, il fait non seulement de la femme les enfants, les orphelins, lui-même il devient veuf. Donc la violence contre les femmes, nous devons dire non. Et absolument non à tout ça. Ça doit stopper et on doit punir ces hommes-là qui frappent sur les femmes sans aucune raison. Il n'y a aucune raison valable qui peut permettre à ce qu'un homme tape sa femme. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça, franchement. On vit ça au sous-quartier au quotidiennement. Les violences qu'on fait sur les femmes, c'est pas bien du tout. Lever la main sur sa femme, c'est faire preuve de faiblesse, l'homme étant physiquement plus fort que la femme. Because a responsible man cannot beat a woman. Beating the wife already is a failure on the man's part. That's what I think. It's a failure. It's a sign of weakness because a man first is powerful than a woman, naturally. So if you are beating that woman, it means you are threatening, you are weak, you are not a strong man, and you are not responsible. So beating is not an option. Passer la condamnation, il faut prendre les solutions qui s'imposent. Dénoncer lorsque le premier coup est donné. Parler, parce que plus vous parlez, plus vous dénoncez, plus nous, la famille, sommes en mesure de vous aider. Parce qu'on ne peut pas vous aider si vous ne parlez pas, vous n'en parlez pas. Donc il faut dénoncer. Pour la première fois, elle ne doit pas cacher surtout parce que ça cause déjà ça vient à la mort. Donc elle ne doit pas cacher. Elle ne doit pas cacher. Elle doit s'exprimer. Soit elle vient vers moi, soit elle vient vers la famille, soit la famille de son mari. Elle pose son problème. Si on n'essaye pas d'arranger, elle divorce. Le mariage, oui, mais pas à tous les prix. You will never see a woman that died because she is single. But most women that end up in such marriages, either they will die or most of them, there are some that end up dying. So for me, it's better they separate. Si elle est violentée plusieurs fois, nous allons faire recours à la justice pour juger cette affaire. Face à certains comportements, le volet santé ne doit pas être négligé. Si, malgré le fait que je lui demande de dénoncer et qu'elle continue, vraiment, c'est que même le problème doit être psychologique. Ça veut dire qu'elle-même, c'est que le mari, il a une influence psychologique sur elle. Toutefois, il y en a qui pensent que les morceaux peuvent être recollés après la violence. Ce que je peux faire, c'est de prendre ma fille d'abord et lui mettre là pour un repos. Et puis quand l'homme viendra, je vais lui donner les directives à suivre par rapport à cela. Donc je préfère d'abord lui enlever, lui mettre là, lui donner les conseils. Et si son mari l'aime bien, il viendra pour qu'on puisse s'entendre et gérer. Rien ne peut justifier un acte de violence dans un cadre dédié à l'amour. Une femme est décédée suite au coup de son mari. On ne le dira jamais assez. Il faut dénoncer tout acte de violence et quitter le navire lorsqu'il est encore temps. Learn to speak out. And away from our local stories, we now take on our international news. Israel airstrike campaign against Hezbollah in Lebanon intensifies, citing national security concerns while Hezbollah responds with increased rocket attacks into Israel. This escalating conflict highlights the urgent need for dialogue and peace as the violence profoundly impacts lives on both sides. VOA's Arash Abbasadi reports on this critical situation, emphasizing the human cost of war.
Israeli airstrikes on Sunday crash into southern Beirut. Israel says the attacks are part of its ongoing campaign against Iran-backed terror group Hezbollah. Meanwhile, a residential building in Israel has its side blown out following an attack of more than 185 rockets throughout the country launched by Hezbollah in Lebanon. The militant group began its most recent campaign of launching attacks into Israel following the Hamas terror attacks against Israel on October 7, 2023. Hezbollah said it did so in solidarity with Hamas. Both Hamas and Hezbollah, designated terror groups by the United States, are part of Iran's so-called Axis of Resistance against Israel. Israeli strikes into Lebanon so far killed more than 40 Lebanese soldiers, collateral damage for which Israel's military expressed regret. But pressure continues climbing for a ceasefire deal between the nations, and the European Union pledged more than $200 million in support of Lebanese armed forces while seeking an end to the war. We must pressure the Israeli government and maintain the pressure in Hezbollah to accept the U.S. proposal for a ceasefire. This was agreed. This proposal is pending with the final agreement with the Israeli government. As cross-border fire continues, Lebanon's caretaker prime minister accused Israel of sending a direct and bloody message rejecting all efforts to reach a ceasefire. The weekend's ongoing hostilities come along with news of the disappearance-turned-killing of an Israeli rabbi in the United Arab Emirates. Social media video emerged of Rabbi Zvi Kogan just days before his disappearance. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu called Kogan's death a criminal, anti-Semitic terrorist attack. The state of Israel will act by all means and bring justice to the murderers and their senders. None of them will be clean. I greatly appreciate the cooperation with the United Arab Emirates in the investigation of the murderer. We will strengthen the ties between us in the face of the attempt of the axis of evil to harm peaceful relations. The all-out war between Israel and Lebanon erupted in September. About 90 Israeli soldiers and nearly 50 civilians have died so far. And according to Lebanese officials, more than 3,500 people there died, with about 1.2 million people, nearly a quarter of its population, displaced. Arash Erbasadi, VOA News. We now talk sports in this news edition. Colombe Sportif of Ja and Lobo has clinched their second title in just 2 months after defeating league champions Victoria United to a 2-1 victory. This thrilling victory highlights their determination and cements their status as a formidable force in Cameroonian football. Oni Ladonet tells us more. Patrick Victoire Hanzogo emerged as a game-changer for Colombe Sportif, netting a dramatic extra-time goal to clinch a 2-1 victory over Victoria United and secure their maiden Super Cup title. The action kicked off under the blazing sun on Sunday, November 24, with both teams hungry for silverware. Colombe struck early in the 16th minute when Zakaria Tuyeni unleashed a thunderous shot that left Victoria's keeper Parfait Dominique grasping at air. This early breakout set the stage for a fiercely contested battle as the Southdoves midfield maestros dictated play with sleek passing and intelligent movement. The first half concluded with Colombe leading by 1-0. As the second half unfolded, the Southdoves showcased their grit and determination. However, the reigning league champions, Opopo, were relentless in their pursuit for an equalizer. The turning point came in the 59th minute when a misjudgment from Colombe's keeper Idrissou Fall allowed Nathan Douala to capitalize and slot home the equalizer.
With the score locked at 1-1, fatigue began to creep in for the Limbe Bay side as they aimed to hold on for penalties. Enter Hansogo subbed in during the 73rd minute for Patrick Zimbi, who would soon become the hero of the day. 2 minutes into extra time, the former Young Sport Academy player seized this moment, executing a clinical finish that sent the Column supporters into a frenzy. His goal not only sealed the 2-1 win, but also earned Column's name in history as they lifted their first Super Cup title, their second silverware in 2 months. I'm saying that I must start by thanking God the Almighty for giving us this victory. And I would say I'm not surprised of having this victory this afternoon because it's what we prepared for and it's just what He came for. So we keep thanking God. I'm so happy, I'm so excited. I thank God for the strength and the energy that He has given us for these 2 trophies. It is not an easy work, but we give God the glory because He's the one doing for us. When you are a great player, when there's an error like the one that happened, because I played the first half without conceiving, the second half due to my error, I nearly put my team down. But unfortunately, I stood up and said, hey, let's go out. The game is not yet over. So, as I always say, we don't play final, we win final. The kickoff of this match was taken by the first Vice President of the Cameroon Football Federation, Celine Cole. Report puts an end on tonight's news edition on Spectrum Television. Thanks for watching, ladies and gentlemen. Join us again tomorrow for more news and fresh updates on your TV, Spectrum Television. Good night. Good night to you, Makeda Lizzie Newton. Au revoir, Christelle Assec. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Au revoir.